Alors, de quoi est-ce que nous souhaitons vous parler aujourd'hui? On souhaite vous parler de conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et Lily Facilite la Vie a fait un manifeste sur ces sujets-là, le manifeste des équilibres de vie. On a travaillé pendant plus de 3 mois, on a commencé avant le confinement et on a fini juste avant le déconfinement, à la fois avec des portraits, des moments de vie qui nous ont permis de comprendre bien en qualitatif comment est-ce que chacun d'entre vous concilie, et aussi un questionnaire qui nous a permis d'avoir des réponses sur ces sujets-là. Alors, ce slide-là, on l'aime beaucoup parce qu'on trouve qu'il est un peu stressant. Et donc, c'est pour ça qu'on le partage très volontiers, parce qu'il s'auto-visage. On n'a pris qu'une partie des verbatims obtenus au cours de l'enquête. Et quand on a demandé, en fait, aux personnes interrogées ce qui prenait la tête. Et donc, on a mis en forme ce qui prenait la tête, et je ne le redis qu'une partie. Et en fait, ça montre bien qu'il y a beaucoup de choses qui prennent la tête et que tout le monde a des trucs dans sa tête qui envahissent en permanence. Alors, qu'est-ce qui prend la tête? Un de nos grands enseignements de ce manifeste, c'est que finalement, le travail prend plus la tête à la maison que ce que la maison prend la tête au travail. Donc, vous êtes plus de 85%, 87% des répondants disent qu'ils rentrent à la maison avec du travail dans leur tête, que ça soit une forme de charge mentale. Pour 12%, les mails à traiter. Et ça, c'est un sujet très, très intéressant puisqu'on a travaillé là-dessus avec un sociologue et qui nous a expliqué que le seul fait qu'un mail existe, ça prend un bout de l'attention de la personne et donc ça la préoccupe déjà. Et donc, la logique, par exemple, de dire « j'envoie un mail mais on le traite quand on veut » est une logique un peu fallacieuse parce que le simple fait qu'il puisse exister est déjà un capteur de l'attention. Et puis la charge de travail, tout ce qu'on doit finir le soir à la maison ou le week-end parce qu'on n'a pas eu le temps. De l'autre côté, la vie perso occupe l'esprit au travail avec beaucoup autour de ce qui préoccupe, donc l'administratif, les sujets autour des enfants, et puis pour une bonne partie aussi sur l'organisation des loisirs. Et donc en fait, le premier élément essentiel que nous, on souhaite faire ressortir de ce travail, c'est que là où parfois on a l'impression que la charge mentale envahit et que le perso envahit le travail, ce que montrent ces chiffres, c'est que c'est surtout le travail qui occupe l'esprit à la maison. Ensuite, on a demandé ce qui faciliterait la vie et il y a 2 réponses majeures qui émergent. La première, c'est d'avoir des modèles, c'est-à-dire que d'autres expliquent comment ils font et de pouvoir être rassuré sur ce qu'il est possible de faire ou ce qu'il n'est pas possible de faire. Vos réponses à notre enquête montrent que le présentéisme est encore une valeur importante des entreprises françaises et donc avoir des managers ou des dirigeants qui montrent que c'est possible de faire autrement va être une façon aussi d'autoriser à. Et ça, nos experts vous en parleront de façon plus précise. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir plus de flexibilité dans le travail, plus de confiance dans l'autonomie. De nombreuses études en dehors de la nôtre montrent qu'en France, le management est encore un management très hiérarchique et un management très fondé sur l'autorité. Et là, on sort d'une période de passage brutal en télétravail. Et on a pas mal de verbatims qui disent que même en période de télétravail, il y a encore un contrôle de la façon dont les choses sont faites. Et là où aujourd'hui, vous attendez plus d'être contrôlé sur le résultat, plus que sur la façon dont c'est exécuté. Et que la flexibilité, ça doit pouvoir être aussi je télétravaille et je télétravaille le soir parce que je suis plus du soir. Et ça, vous êtes 18% à nous en parler et à nous le demander. Ensuite, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est important de le redire. On a 2 éléments qui montrent que les femmes sont plus concernées par le sujet de la conciliation. Le premier, c'est que 80% des répondants étaient des répondantes. Et donc là, nous, on a considéré que c'est que le sujet les titillait certainement un peu plus. Ces répondantes, elles sont en couple pour une grande partie, elles ont des enfants. Et elles ont en moyenne 44 ans, c'est-à-dire l'âge où la carrière peut s'accélérer, où les enfants grandissent mais ne sont pas encore autonomes et où parfois même les parents ont commencé à vieillir et donc un âge où la charge du quotidien peut être importante.
il faut mettre en regard ce chiffre-là avec un des chiffres qui est sorti de l'époque du confinement et qui montre que dans 63% des familles, les repas pendant le confinement, midi et soir, ont été réalisés intégralement par les femmes, ce qui montre que le sujet de la répartition des charges et de l'équilibre n'est pas encore complètement au rendez-vous. L'autre chose qui nous montre que le sujet conciliation s'équilibre différemment entre les hommes et les femmes, c'est que finalement, les hommes, il y a plus d'hommes qui considèrent que la vie pro empiète sur leur vie perso. Il y a plus de femmes qui considèrent que leur vie perso empiète sur leur vie pro. Et ça, pour nous, c'est le signe que dans un cas, la légitimité, c'est le travail qui envahit, et dans l'autre cas, la légitimité, et ce qu'on va attendre des femmes, c'est que la vie perso soit assumée, et donc elle va plus envahir la vie pro. Et ce qui donne en fait un taux d'équilibre qui est plus bas pour les femmes, un taux de satisfaction de la conciliation vie privée-vie pro qui est plus bas pour les femmes que pour les hommes, et qui pour nous peut s'expliquer par le fait que le niveau d'attente autour de la vie perso à l'égard des femmes est plus élevé. Et donc, la notion de conciliation et d'équilibre est plus difficile. Sur la base de cette macro-synthèse de notre manifeste, et tous ceux qui souhaiteraient avoir une partie plus détaillée, n'hésitez pas à nous demander par mail, par LinkedIn ou dans les commentaires sur le côté. Et à ce moment-là, on vous fera passer notre manifeste au complet. Sur cette base-là, nos experts vont vous expliquer comment elles pensent qu'on peut contribuer à faire évoluer les choses et comment est-ce qu'on peut faire progresser. Et donc, je cède la parole. Donc, je vous rappelle chacune, présentez-vous bien, parce que moi, je l'ai fait très rapidement au début. Et je passe la parole à Valérie qui va se présenter et nous raconter comment elle voit les choses. Merci Magali. Donc, ravie d'être parmi vous sur ce sujet compte beaucoup pour moi. Donc, je suis coach depuis 15 ans, après une carrière dans la finance pendant 15 ans aussi. Et ce sujet de l'équilibre vie pro, vie perso est quelque chose qui m'est régulièrement demandé par des clients. Alors, au début, plutôt par des réseaux féminins. Et maintenant, ça peut être par des DRH. Donc, je trouve ce passage assez intéressant. Mais c'est effectivement, je vais dans ton sens Magali, c'est un sujet qui est quand même plus demandé par les femmes et par les réseaux de femmes. On reste quand même dans une majorité. Et du coup, en fait, c'est amusant, il m'est demandé sous différentes formes. Mais pour moi, là, on revient sur à chaque fois les mêmes sujets et des contenus qui sont extrêmement proches. Donc, ça va être comment mieux gérer la charge mentale. Ça, c'est vraiment un grand succès. C'est vraiment, alors, ça peut paraître très marketing, mais à chaque fois, il y a des listes d'attente sur ces ateliers-là. Ça peut être aussi comment mieux équilibrer sa vie pro et sa vie perso. Mais ça, c'est marrant, c'est moins vendeur, comme si quelque part, il y avait un renoncement déjà sur le sujet. Alors, c'est peut-être en train de changer aussi. Et puis, c'est l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. On me demande des ateliers sur comment mieux gérer la sursollicitation numérique. Et du coup, ce que je voulais vous dire, donc d'où ma présence aujourd'hui, et ce que je voulais vous dire, c'est que ma conviction profonde de coach d'abord et de femme ensuite, c'est que l'équilibre, la conciliation vie pro, vie perso est pour moi d'abord un choix. C'est-à-dire que c'est ce qui fait et la difficulté et le potentiel qu'on peut voir sur le sujet. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que beaucoup de gens me répondent à chacun des points que je peux nommer, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. On a toujours le choix, y compris quand les conséquences sont lourdes. Et donc c'est une contrainte parce que ça nécessite de se prendre en charge. Mais pour autant, c'est aussi l'élément positif, c'est qu'on peut énormément moduler ce choix en revisitant toutes les croyances qu'on a par rapport au sujet. Et notamment, au centre de ces croyances, c'est qu'est-ce que je dois en tant que femme, si je reprends le sujet de la différence homme-femme, qu'est-ce que je dois en tant que femme
je vais dire un mot atroce, délivrer et à la maison et au travail. Qu'est-ce que je dois en tant qu'homme délivrer à la maison et au travail? Et là, il y a un vrai sujet de priorisation, et puis surtout d'inconscient collectif sur lequel il est nécessaire de revenir et de retravailler. Mais ça, je pense que Sophie s'emparera très bien du sujet. Alors, si je veux revenir sur la question des outils numériques, ce que j'ai observé pendant le confinement, c'est alors un peu plus au début qu'à la fin, mais j'entends encore que post-confinement, où le télétravail reste très présent, en tout cas chez mes clients, la plupart des gens sont quand même encore en télétravail et sont assez déconfits du déconfinement parce qu'ils le vivent comme très illusoire. C'est l'occasion de ma vie de dire les aléas du direct. Oui, c'est ça. Mais alors, si je coupe tout… non, mais pas de souci, vas-y. Voilà, c'est la vie pro, la vie perso. C'était pro. Du coup, si je me coupe… excusez-moi, j'ai perdu le fil. Si je oui, en fait, on est dans un monde où on a été très envahi par les outils. Alors, il faut savoir que le coronavirus est une maladie de l'inclusion. On ne peut plus être en contact les uns avec les autres. Et du coup, je pense qu'il y a eu une surcompensation qui est un phénomène psychologique assez normal. On a une surcompensation en se disant il faut absolument qu'on mette des contacts dans tous les sens. Et ce qui a amené, et ça j'entends beaucoup dans les entreprises, les gens qui se sentent très coincés parce qu'on leur a rajouté des outils numériques du type Teams. Et en fait, du coup, ça leur rajoute une fenêtre d'invasion de la sphère travail parce que on les met dans l'obligation, le management les met dans l'obligation de suivre ces fils Teams. Et du coup, il y a un côté où en fait, ils sont dans encore plus de sollicitations, ce qui nuit énormément à la productivité et ce qui nuit énormément à l'efficacité et à la capacité à se concentrer et à produire ce qu'ils sont censés produire. Donc, on est bien sur le sujet du travail là, mais qui a un impact forcément sur son équilibre parce que c'est ce qui produit, c'est ce qui favorise énormément la production de la charge mentale qu'on ramène à la maison. Du coup, avec cette crise du Covid, j'ai aussi observé, on me remonte beaucoup, que tout le monde fonctionne en mode immédiateté. C'est-à-dire que tout le monde est censé être à la disposition de tout le monde sur tous les projets, sur toutes les priorités, en permanence. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me disent on doit en permanence déprioriser parce que un client ou le management a une idée dans la minute et du coup, il faut absolument la prendre en compte tout de suite. Et ça, c'est une vraie problématique qui nuit énormément aussi à cet équilibre parce que ça envahit notre attention. Du coup, ça, j'observe que ça s'est vraiment démultiplié et je trouve que si je veux faire une conclusion de cette introduction, je trouve que cette période, finalement, c'est une très belle opportunité de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ces phénomènes que je nommais avant, c'est-à-dire sursollicitation numérique et puis désorganisation du travail sur la priorisation et l'urgence, sont des phénomènes qui étaient déjà très présents et qui nuisaient à l'équilibre vie pro-vie perso et qui se sont exacerbés avec la crise du coronavirus et qui, du coup, on en vient à un système dans lequel, finalement, on va être obligé en tout cas, les organisations vont être obligées, à mon sens, de s'emparer du sujet parce que sinon, on va aller encore beaucoup plus loin dans le déséquilibre. Et du coup, si je veux vous donner quelques éléments éclairants sur ce point, je pourrais vous l'envoyer si vous en faites la demande. Il y a une étude très intéressante qui a été produite récemment sur la sursollicitation numérique par l'EM Lyon, par la chaire des talents de la transformation digitale, et qui fait apparaître qu'il y a des problématiques très nocives qui apparaissent avec cette sursollicitation. D'abord, la gestion de nos ressources cognitives qui est vraiment mise à mal. C'est toute la question de l'attention que tu nommais, Magali. Il y a aussi la gestion de nos ressources émotionnelles, parce qu'il faut savoir que tout mail
est une source d'émotion. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point nos mails provoquent des émotions chez nous. C'est-à-dire que quand on vient de gagner un marché, c'est youpi, ouais, génial, on va renvoyer sur l'équipe, bravo, vous avez décroché tel marché. Et donc, on peut avoir beaucoup de joie. Et puis, surtout, on peut avoir beaucoup de tristesse ou de déception suite à des mails qu'on trouve injustes, où il y a des critiques, où la terre entière est mise en copie. Enfin, voilà, on passe notre temps avec des mails qui nuisent beaucoup à la gestion de nos ressources émotionnelles. Il y a évidemment la gestion des priorités et puis il y a la gestion des ressources interpersonnelles parce que finalement, dans cette histoire d'urgence, on a tous envie d'être mieux traités que les autres par la personne à laquelle on fait une demande. Donc, du coup, on peut avoir un impact négatif du fait qu'on ne se sent pas traité comme prioritaire. Donc, ce que je retiens par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso, c'est que le télétravail qui est généralisé avec avec l'accroissement des sollicitations numériques, ça a un impact sur notre équilibre parce que tout est vécu comme une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est tous très envahis et très impactés du point de vue fatigue. Moi, j'entends aujourd'hui que des gens fatigués. J'entends pas de gens qui sont ressourcés, y compris les gens qui sont restés en télétravail à la campagne. Donc, du coup, le besoin de contact qui était lié au confinement, et j'entends dans certaines entreprises que les gens ne se sont absolument pas vus, même en visio. C'est-à-dire que les gens avaient seulement des conférences téléphoniques sans caméra. Et dans ces entreprises, les gens l'ont plutôt mal vécu. Donc, il y a cette espèce de notion de contact et de collaboration qui a été vraiment mise à mal, qui a été vraiment très mal vécue. Et puis, il y a la gestion des priorités qui a été vraiment bousculée par ce confinement. Du coup, ces deux choses, c'est ça qui a un impact négatif sur nos ressources cognitives et nos ressources émotionnelles. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec la gestion de ces urgences, on est passé en mode complètement réactif et on n'a plus de temps pour travailler de manière organisée et dans un mode cognitif plus serein pour la gestion de nos dossiers, de nos données, de faire des recoupements. Et du coup, ça nuit énormément à la qualité de notre attention et à la qualité de notre production. Et du coup, ça, c'est évidemment, ça se retrouve sur notre équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on rentre à la maison avec un sentiment d'inachevé, d'insatisfaction qui crée le fait que la sphère personnelle est très envahie par ce qu'on a vécu dans cette journée désorganisée. Du coup, en conclusion, je suis plutôt optimiste sur ce que ces excès vont générer, parce que je pense que sinon, les entreprises peuvent prendre des murs avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'irritabilité, et ça peut aller jusqu'à des burn-out. On a un impact négatif sur la productivité individuelle et collective, ça c'est indéniable parce que nos cerveaux ne vont pas aussi rapidement que des ordinateurs et donc ces sollicitations multiples ont forcément un impact très négatif, sauf à être un maître zen qui est capable de se détacher complètement des impacts émotionnels et des impacts sur les ressources cognitives. Du coup, ma conclusion est la suivante, c'est que je pense qu'il est vraiment nécessaire que les entreprises, les organisations au sens large, s'emparent de ce sujet, à la fois sur l'utilisation des outils et aussi sur la gestion des priorités et des agendas. Pour reprendre ton point, Magali, qui était que le bénéfice du télétravail, c'est finalement qu'on focalise plus notre attention sur la qualité de ce qui est délivré et sur un management par objectif et non plus en mode et urgence et comment tu l'as fait. Et donc, ça nécessite qu'il y ait une réflexion en profondeur
qui soit menée sur comment on travaille, qu'est-ce qu'on attend du travail, qu'est-ce qui est le plus important dans la production, et on revient sur ses objectifs et ses résultats, et pour qu'on puisse laisser à l'individu l'opportunité et de s'organiser et du coup d'être beaucoup plus efficace, ce qui évidemment aura pour effet collatéral d'être très bénéfique pour le sentiment d'équilibre vie pro, vie perso. Parce que cette histoire d'équilibre est un choix, mais c'est aussi une histoire de ressenti. Et ce sera ma conclusion, il m'arrive dans certains ateliers, à la fin des ateliers, que les gens viennent me voir en me disant « Ah ben finalement, je vois les points que je dois changer pour améliorer mon équilibre, mais je me rends compte que ce sentiment de déséquilibre, c'est plutôt un sentiment d'insatisfaction et que si je regarde lucidement ma vie et l'équilibre entre les deux, finalement, si j'ouvre les yeux, je suis moins insatisfaite que je ne le croyais en entrant dans l'atelier. » Donc ça, c'est aussi un élément très important, c'est de travailler sur la perception que l'on a de notre équilibre et évidemment la définition de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans cet équilibre. Donc, ce n'est pas juste quelque chose auquel on réfléchit en quelques instants. Ça demande vraiment de se poser et de se poser en tant qu'individu et que les entreprises proposent une organisation du travail modifiée au vu de ce qu'on vient de voir. Oui, je te remercie et je pense que ça souligne aussi le fait qu'il va falloir aussi, comme tu l'as dit, se reposer parce que ma conciliation à 25 ans n'est pas forcément la même qu'à 35 et à 45. Et donc, c'est un sujet qui nécessite de prendre le temps d'y réfléchir. Alors, dans la continuité, merci Valérie. Alors, pour vos questions à Valérie et à toutes nos expertes, n'hésitez pas à les poser en fait dans l'espace pour les questions et on aura un temps à la fin où moi je leur poserai les questions pour qu'elles puissent vous répondre. Notre deuxième proposition est portée par Majda Vincent qui va se présenter aussi et qui, elle, est en faveur d'ouvrir la parole sur le sujet dans les entreprises. Majda, je te laisse la parole. Merci Magali. Majda Vincent, donc j'occupe le poste de DRH depuis quelques années et plus récemment, enfin en tout cas depuis bientôt 2 ans chez ISS France. Et je suis aussi maman de 3 filles et c'est important de le dire dans le contexte parce qu'on expérimente et on essaye comme tout le monde. Et je vais essayer de faire un lien avec ce que disait Valérie à l'instant, le rôle de l'entreprise et puis finalement moi en tant que personne, comment je suis actrice ou acteur. Et pour resituer, on dit souvent l'entreprise. Voilà, l'entreprise doit. Et moi, j'aime bien rappeler que l'entreprise, ce sont des hommes et des femmes déjà qui la constituent parce que c'est certes un organe ou ce que l'on veut, mais en tout cas, des hommes et des femmes peuvent être actrices et acteurs sur ce sujet-là. Et on doit, en tant que manager, leader d'entreprise, eh bien, de permettre cette conciliation vie privée, vie professionnelle qui n'est pas simple. C'est ce que j'appelle souvent le jeu de l'équilibre du déséquilibre. Pour moi, ça contribuera à l'équilibre de chaque personne qui l'aura choisi. Parce qu'il est important aussi de resituer la personne. C'est pas finalement un modèle, mais c'est autant de situations finalement que de personnes que l'on aura. Et je pense que le confinement nous l'a montré, puisque du coup, on s'est rendu compte que l'on entrait chez le salarié et qu'il avait des situations différentes selon et du coup, les managers ont découvert ces situations. Et quand je parle de situations de personnes uniques, eh bien évidemment, on a les caractères, on a les personnalités, on a les aspirations, parce que certains ont besoin de finalement quitter plus tôt, pas forcément pour s'occuper d'enfants parce qu'ils n'en ont pas ou en tout cas ils sont plus grands. Les situations de vie aussi qui évoluent et je pense qu'on a tendance à l'oublier, qu'à un moment donné, ce qui était nécessaire ne l'est plus peut-être 2, 3 ans ou 10 ans plus tard. Et donc, oui, moi je vais parler de libérer la parole et ça va commencer par l'exemplarité. Parce que finalement, c'est bien des accords, c'est bien des chartes. Je pense que beaucoup d'entreprises ont essayé des choses et il faut continuer. Mais je dirais qu'avec mon expérience, ce n'est pas suffisant. Et quand je le dis, c'est avec humilité parce que, bien entendu, je m'efforce chaque jour. Et typiquement, si je voulais parler de mon exemple, eh bien, c'est de ne pas imposer mon rythme de travail. Si je suis très matinale ou tardive, eh bien, c'est mon choix. Donc, je ne dois pas l'imposer, par exemple, en imposant des réunions tôt. Non, je ne fais pas de réunion avant 9 heures et je n'en organise pas non plus après 17 heures. C'est un premier pas. Et je pense que si on y arrive tous à essayer de le faire, eh bien, ça peut permettre de décomplexer et puis d'améliorer l'environnement de travail. Parce que Valérie a abordé un point qui est important, qui est la santé au travail. Parce que quand je dis cela, c'est pas juste pour dire il faut un équilibre. C'est pour le bien des personnes, pour qu'elles soient
déjà en bonne santé, puis aussi pour la performance, pour la productivité. Donc, je pense qu'il y a des tiraillements qui se font aujourd'hui qui sont des enjeux majeurs dont on doit prendre en compte dans le quotidien. Et donc, cet équilibre individuel qui va être choisi, encore une fois, par chacun et chacune, peut être possible que si nous en parlons. Je pense que par moments, c'est tabou. Et le fait de communiquer sur le sujet en exposant des pistes, des avancées, pour les parcourir, comme tu disais tout à l'heure, Magali, en introduction, de partager des expériences qu'on appelle les storytelling, sans mettre la superwoman parce qu'elle n'existe pas, hein, mais en tout cas, on veut tendre vers et même se dire, mais comment moi j'ai réussi ou comment moi j'ai pas réussi, mais voilà ce que j'ai mis ou modifié. Et du coup, ça porte vraiment ce côté expérientiel c'est pas simple, mais on essaye et on le fait. Et puis du coup, si on revient sur l'approche vraiment, encore une fois, d'entreprise, qui se doit d'être inclusive, parce que encore une fois, chaque personne, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est différente. On doit aller au-delà des genres, au-delà des situations avec ou sans enfants, couple ou célibataire. On est tous sur des stéréotypes, et il n'y a pas que les mamans qui ont besoin de quitter plus tôt. Il y a aussi les papas. Les papas aussi ont leur rôle, et on voit de l'eau, ne serait-ce que dans le manifeste, qui est intéressant, où on voit vraiment le positionnement du papa qui prend de la place et qui lui aussi a besoin de partir plus tôt. Mais il y a aussi ceux qui ont des activités sportives, culturelles, associatives. Donc voilà, c'est important de casser ces stéréotypes. Et puis, de permettre aussi d'organiser tout simplement son temps de travail et puis de décider d'un rythme différent sans préjugés, sans modèle précis. Et donc, si on continue sur le rôle de l'entreprise, une des actions sera de sensibiliser la ligne managériale. La ligne managériale, elle doit mieux connaître son équipe. D'ailleurs, on l'a vu pendant la période de confinement, certains ont découvert, ne serait-ce que l'arrière-plan des enfants qui circulaient ou pas derrière, mais en tout cas, un mode de vie qui se dit « Ah mais oui, du coup, c'est pas qu'un salarié, il y a un tout derrière. » Ben oui, il y a un tout. Et je pense que certains managers qui n'étaient pas forcément attentifs à cela, le sont finalement. Et donc, pour moi, il s'agira de redéfinir, vraiment, j'utilise le mot redéfinir, le rôle du manager. C'est fini le temps où on dit tes problèmes, tu les laisses au vestiaire ou tu les laisses dans le couloir ou dans ta voiture. C'est terminé, c'est un tout. Bien entendu, il faut aussi savoir adapter le langage pour cela. Et le manager doit développer ses capacités d'écoute et d'observation. C'est questionner son équipe sur son rythme, ses aspirations, sur sa situation de vie qui va lui permettre de comprendre certaines choses, en tout cas ne serait-ce que sur son organisation personnelle. Et encore une fois, ça a été très clair pendant le confinement, le manager s'est rendu compte, en tout cas, il a été forcé de se rendre compte que la situation de vie était à prendre en compte dans l'organisation de travail qui était en cours. Et pour moi, je dirais que si je fais un parallèle entre le marketing et les RH, ou en tout cas la vie d'entreprise, c'est comme mieux connaître les comportements de ses consommateurs. Je le dis souvent, le manager, et c'est pas une politique RH, je veux vraiment casser ça, ou une politique d'entreprise, c'est une posture managériale de dire je dois mieux connaître les personnes avec qui je travaille. Et ces rituels managériaux, ils doivent être informels, c'est créer du dialogue, et encore une fois, cette communication qui sera adaptée, elle réduira le stress au travail, parce que le fait de ne pas en parler, pour certains, c'est générateur de stress parce que j'arrive pas à le dire, que j'ai besoin de m'organiser différent. Et du coup, la santé en prend un coup. Comme vraiment le mot santé au travail, c'est de cela. Et moi, je pense que la communication désamorce le sujet et permet de se sentir plus à l'aise. Et puis, un autre type d'action, je dirais, c'est une organisation de travail efficace, réduire les réunions, peut-être leur rythme, et favoriser la coopération aussi, l'entraide. Et comme ça, je pense que chacun et chacune vraiment assumera ses choix en conscience, comme je le dis souvent, et d'être transparent sur les raisons pour lesquelles je reste ou pas plus tard au bureau, et puis casser le mythe du présentéisme, parce que c'est un choix pour certains et c'est OK, et puis pour d'autres, c'est pas un intérêt que de rester parce que d'autres choses à faire ou parce qu'à un moment donné, je ne suis plus productif au-delà de 18h ou au-delà de 17h. Donc, c'est accepter celui qui reste plus tard et accepter celui ou celle qui part plus tôt sans jugement. Et du coup, ça nécessite vraiment cette ouverture d'esprit, comme je le dis souvent. Avant de terminer, moi, j'aime bien clôturer j'ai commencé par mon expérience en disant ce que j'essaye de mettre en place avec mes équipes. Et puis, je dirais que si ça peut aider, parce que je pense qu'il faut, encore une fois, faire preuve d'humilité. Moi, je voudrais éviter de me mettre la pression. J'ai, depuis quelque temps, mis en place d'accepter mon imperfection parce que c'est OK. Et puis, je dirais, je célèbre mes pas. Ce que j'arrive à faire quand je me déconnecte plus tôt, par exemple, pour me ressourcer ou retrouver ma famille. C'est pas un exercice simple, mais en tout cas, je pense que d'essayer, c'est déjà bien, de faire des pauses, d'observer ce qui se passe autour de nous, ce qui génère
en nous, en tout cas ce qui génère en moi. Parce que je dis souvent que pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi. Donc, je me l'applique, hein, j'essaye de respirer pour essayer d'appréhender, mieux voir ce qu'il se passe autour de moi, auprès de mes équipes. Donc, retenons, si je fais le lien avec ce que disait tout à l'heure Valérie et ce que Sophie aussi, son regard pourra apporter, c'est vraiment de prendre en compte l'individualité, de la mettre au centre, de ne pas mettre de modèle. Je dirais qu'il faut effectivement décomplexer en osant parler du sujet, en ayant des storytelling, des expériences, qu'elles soient, on va dire, positives ou à améliorer. En tant que manager, je m'efforce à faciliter les choses, par exemple en agissant encore une fois par l'exemple. Et puis voilà, je dirais aussi de prendre le temps d'observer et de voir ce qu'il se passe, pour qu'en toute humilité et puis tous ensemble, je dirais qu'on puisse réussir à faciliter et à mettre en place des outils qui nous permettent de vraiment trouver cet équilibre. Merci beaucoup, Majda. Venant d'une DRH, je pense que ça prend d'autant plus d'épaisseur parce que ce sont des vrais sujets. Effectivement, on va passer à la troisième action. Il y aura des questions, j'ai vu Majda, qu'on posera à la fin. Sophie, est-ce que tu es avec nous? Parce que je sais qu'il y a du vent là où tu es un petit peu. Pour nous parler de la troisième action, je t'en prie, vas-y. Oui, il y a du vent. Bonjour Magali, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Merci pour cette invitation. Donc, je suis Sophie Iborra. J'ai un cabinet de conseil en stratégie de communication. Et puis, parallèlement, je suis vice-présidente à la CPME nationale. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et j'ai la charge de la place des femmes dans l'économie. Et puis, enfin, je suis membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Alors oui, moi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que je considère que la question des équilibres de vie est une question universelle, en fait. Et que chacune d'entre nous, qu'on soit salarié, chef d'entreprise, indépendant, bien, on aspire à mieux vivre, à mieux travailler, bref, à être plus heureux et plus épanoui à la maison comme au travail. Pourtant, et ton étude, Magali, ce manifeste le prouve, aujourd'hui, on aborde trop souvent, à mon sens, cette question avec un prisme de genre. Ce sont toujours les femmes qui s'emparent de ces questions de façon prioritaire et qui souvent le revendiquent d'ailleurs. Et que quand on parle de ces questions à un chef d'entreprise, bien souvent, on dit, vous comprenez, ce sont les femmes qui demandent cette fameuse conciliation. Finalement, comme si on avait tous intégré que oui, ce sont les femmes qui, encore aujourd'hui, malheureusement, ont une double journée, s'occupent majoritairement de la famille, de l'organisation familiale, des enfants, etc. Et que finalement, c'était une question qui ne concernait que les femmes. Moi, je ne le crois pas. Je crois au contraire que tant qu'on traitera cette question avec un prisme de genre, on n'arrivera pas à répondre à des enjeux d'égalité professionnelle, ça c'est sûr, mais pas que. Moi, je crois qu'il y a un vrai enjeu en tant que chef d'entreprise de réussir à bien mener une organisation cohérente, équilibrée et puis performante des ressources humaines dans une entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est si l'approche de la question de la conciliation vie privée, vie perso, dans sa philosophie sociétale doit être globale, moi je crois que son application pratique, et je rejoins totalement Majda, doit être personnalisée. Quand un chef ou une chef d'entreprise embauche quelqu'un et organise le fonctionnement de ses équipes, il prend en compte le profil donc, de la personne, son âge, son expérience, ses diplômes, sa motivation, etc. Bien, je crois que la question des équilibres des temps de vie devrait faire partie de ces critères dès le départ, comme les autres, sous forme d'un espèce de contrat à un instant T qui puisse être évolutif dans le temps et en fonction des moments clés du parcours de vie de chacun et de chacune. On sait très bien que, par exemple, une jeune femme de 26 ans qui débute sa carrière, eh bien, elle n'aura pas les mêmes attentes qu'un homme de 35 ans qui vient d'être papa, par exemple. La question de la distance aussi entre le lieu de vie et le lieu de travail est importante. Quelqu'un qui habite très loin de son lieu de travail n'aura pas la même organisation qu'un cadre ou qu'une cadre qui élève seul ses enfants, par exemple. Donc tout ça pour dire que je crois que si on veut que ça marche, que chacun et chacune trouve sa place en garantissant
le bon fonctionnement d'une entreprise, bien, il faut faire du sur-mesure et penser flexibilité à la fois du côté du salarié ou de la salariée et à la fois à côté du dirigeant ou de la dirigeante. Alors, moi, je constate quelques erreurs quand on aborde ces sujets. Quand je parle des chefs d'entreprise, c'est que souvent, quand on parle d'équilibre des temps de vie, eh bien, on nous répond, non, mais attendez, la vie privée, c'est la vie privée, la vie professionnelle, c'est la vie professionnelle. Nous, chefs d'entreprise, on n'a pas à rentrer dans des considérations outre que les considérations purement professionnelles. Bon, ça, c'est une erreur un peu généralisée à mon goût, parce que, eh bien, moi, je pense que quand on embauche quelqu'un, on n'embauche pas une personne. On embauche une personne, justement, on n'embauche pas une machine. Donc, je crois qu'il ne s'agit pas du tout de s'immiscer dans la vie privée de chacun, mais de faire en sorte que on puisse trouver quelque chose d'équilibré, avec une politique RH fine, qui encore une fois, et Valérie le disait très bien, permet d'augmenter les performances et de limiter les arrêts de travail, le turnover au niveau des salariés, puis parfois même allant jusqu'au burn-out. La deuxième erreur, à mon sens, c'est de croire que finalement, vouloir équilibrer ses temps de vie, c'est vouloir moins travailler. Donc, on a souvent le sentiment, les chefs d'entreprise ont ce sentiment, bon, si elle commence à vouloir négocier, ou il commence à vouloir négocier son mercredi après-midi, c'est qu'il n'est pas très motivé ou elle n'est pas très motivée. Voilà, ça, c'est aussi l'erreur constatée. On sait très bien que ce n'est pas la quantité qui fait la performance d'une entreprise, mais la qualité et l'organisation en général. De la même façon qu'une approche personnalisée est nécessaire dans l'entreprise, moi je crois qu'il y a un autre facteur qui est très important, c'est qu'il faut prendre en compte également les caractéristiques de chaque entreprise. Parce que on sait qu'une TPE, une PME, c'est pas la même chose qu'un grand groupe. C'est pas la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, parce qu'on n'a pas la même organisation. La typologie des postes n'est pas non plus ne sont pas comparables. Dans un grand groupe, tout est très hiérarchisé, tout est très sectorisé. Dans une PME, vous savez comme moi que certains salariés ont des postes qui sont en transversal. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place une organisation comme ça. Donc, je crois qu'il faut aussi des approches différentes parce que par rapport à des secteurs d'activité, on ne va pas avoir la même démarche s'il s'agit d'une entreprise dans le bâtiment ou s'il s'agit d'une entreprise dans le service. Donc, bon, voilà. Il faut aussi prendre en compte cette question si on ne veut pas, finalement, qu'on bloque les chefs d'entreprise par rapport à cette question et qu'on n'arrive pas à avancer vers des solutions qui soient satisfaisantes. En conclusion, et j'en terminerai là, moi, je crois que cette question, eh bien, elle est centrale, surtout dans une période post-Covid. Hein, on l'a bien vu, elle a et aura des impacts multiples. Donc, sur l'égalité professionnelle, c'est une certitude, mais aussi sur la structuration même des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Elle aura un impact sur l'environnement, avec notamment la question des transports pour aller travailler, et puis bien entendu, des impacts dans le numérique, avec le télétravail, etc. Donc, je crois qu'on a intérêt tous et toutes ensemble à penser cette question de façon collective et concertée de chaque côté pour que eh bien, chacun et chacune d'abord s'épanouissent, soient heureux d'être au travail et puis surtout aussi, et elles en ont bien besoin, qu'on améliore la performance des entreprises qui doivent, à mon sens, doivent retrouver très vite le chemin de la croissance. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Je vais aborder la quatrième action qu'on partage en fait un petit peu toutes les deux et qui est sur ces sujets de conciliation, justement comme tu l'as dit en disant attention à la taille des entreprises, attention aux moyens des entreprises. C'est d'aller recueillir les avis des chefs d'entreprise et on commence puisqu'on le fait toutes les deux déjà dans 10 jours et de manière à être capable d'identifier les 5 actions publiques majeures sur ce sujet. Et qui vont permettre d'améliorer la situation pour tout le monde et sans nuire à la productivité des entreprises. Et d'ailleurs, si je reprends les 4 en synthèse, je partage complètement le point de vue de Sophie. Je pense qu'on ne nuit pas à la productivité, je pense qu'on l'améliore. Et que quand on reprend Valérie qui nous explique que cette charge mentale, elle a un impact sur nos émotions. Et moi, aujourd'hui, j'ai
pas mal de dirigeants qui m'expliquent qu'ils ont quelques craquages dans leurs entreprises. Quand Majda dit que les managers finalement découvrent à l'occasion du confinement la réalité de l'existence de leurs collaborateurs et l'impact que ça peut avoir pour leur vie pro. Et quand Sophie nous dit il faut aider les entreprises à trouver le comment, à trouver le bon moyen et à ce que ça soit toujours adapté, parce que c'est un win-win en fait. Et chez Lily, on a voulu aller un petit peu plus loin sur le win-win en se disant justement, est-ce qu'on peut parler de ROI quand on parle de QVT? Alors, très honnêtement, on avait déjà des chiffres, mais j'ai passé une partie du week-end dessus parce que c'est un sujet qui commençait. Moi, je vois beaucoup de dirigeants qui me disent encore aujourd'hui, quand je parle de Lily, qui est donc une plateforme pour faciliter le quotidien et faciliter la conciliation, qui me disent « Ouais, mais c'est du perso, ça ne nous concerne pas ». Et donc, j'ai passé une partie du week-end à lire des études étrangères, entre autres, là-dessus. Donc, par rapport à notre manifeste, 39% quand même des salariés considèrent que la façon dont ils concilient reste un sujet d'insatisfaction. La vie personnelle occupe l'esprit de 58% des salariés. Et ça, j'ai trouvé ça dans des études européennes qui pointent aussi un petit peu le retard de la France sur ces sujets-là, et qui disent que l'impact du stress sur la productivité d'un salarié, c'est 10 points de productivité en moins, et que le stress, il vient du pro et du perso. On a Libet qui nous dit le mal-être d'un salarié, c'est autour de 14 000 € par an. Et comment ça s'est calculé? C'est à partir… Tous ces indicateurs sont construits avec le taux d'absentéisme, le turnover, des enquêtes qualitatives, le taux de maladie et d'accident. Et en fait, on a des indices composites qui permettent d'estimer. Et beaucoup de pays, dont le Royaume-Uni, dont on se dirait peut-être des fois que socialement ils sont moins en avance, le Royaume-Uni a créé un indice qui s'appelle le ROP, et parce qu'ils considèrent qu'ils ont parfaitement démontré aujourd'hui que les investissements et les actions en matière de conciliation et en matière de sécurité ont un retour sur investissement qui va de 1 à 5 quasiment. Donc ça, c'est un point important sur lequel on voulait insister chez Lily, parce qu'il est peut-être temps maintenant que les entreprises françaises arrivent à se dire que c'est quelque chose qui est du win-win et qui va à la fois donner du confort, améliorer l'attractivité de l'entreprise pour les salariés et représenter un gain sur l'ensemble des dépenses de l'ordre de la protection sociale du salarié dans une entreprise. Alors voilà pour… je sais qu'on a des questions, donc je vais revenir, voilà, pour que tout le monde soit bien là avec nous. Et je vais aller chercher les questions. Je voulais juste dire un point, Magali. Je t'en prie, je t'en prie. Qui me paraît intéressant. Alors, il est un peu sarcastique, mais je trouve qu'il est intéressant. C'est que, en fait, avec le confinement et cette idée d'orientation résultat, de productivité, de management par les objectifs, en fait, c'est la mort annoncée des gens qui font semblant de travailler. C'est-à-dire que la personne, alors c'est un peu sarcastique, c'est un peu, bon, voilà, mais je pense que ça peut être très motivant pour les gens qui sont démotivés par ces personnes, de voir que finalement ils sont percés à jour et que ça ne fonctionne plus. Parce qu'il reste quand même dans toutes les entreprises des gens qui font du vent, qui font du bruit, qui se baladent avec des se donnent des airs très importants et brassent de l'air et ne sont pas dans ce mode-là. Je vois des sourires chez chacune d'entre vous. Et je pense que ça va être des effets positifs de régulation. C'est qu'on va se rendre compte qu'il y a quelques personnes, effectivement, qui ne sont pas au rendez-vous. Et du coup, je pense qu'il va y avoir c'est un peu terrible ce que je vais utiliser comme mot, mais il va y avoir un espèce de nettoyage de ça. Et je vois beaucoup de démotivation liée à la promotion de certaines personnes qui sont perçues comme ça. Et je pense que ça peut rééquilibrer beaucoup les choses. Et je me dis qu'il y a vraiment des options très positives qui peuvent naître de ça. Et je pense que ça, c'est aussi un facteur sur l'équilibre vie pro, vie perso, qui est de rentrer le week-end et de penser qu'un tel a eu une promotion, que nous, on travaille, qu'on se donne beaucoup. C'est vrai. Je pense que voilà. Et c'est vrai. Non, mais je pense que la première question va t'adresser parce que, en fait, je pense que ça aussi, ça va emmener à la fin du manager-contrôleur. Oui. Parce qu'on n'est plus sur le contrôle de l'exécution, mais on est bien sur la réalité de l'atteinte de l'objectif. Et donc, on a une première question qui est peut-être plus pour le coach. C'est comment on accompagne les managers pour aller dans cette direction, justement. Parce que c'est toujours les managers à qui on demande de changer, mais le comment est quand même important.
Alors pour moi, j'ai pas encore la solution. Je trouve que ça mérite beaucoup de réflexion sur, de manière approfondie sur comment on organise le travail. C'est-à-dire que mais je suis très intéressée par le retour de Majda sur ce point-là. C'est que pour moi, le management par objectif n'est possible que si le travail est organisé suffisamment en amont. C'est-à-dire que les gens stoppent le réflexe de se dire « Tiens, je suis stoppé dans mon projet là et il faut que je fasse intervenir Pierre-Paul Jacques parce qu'ils sont maillons dans la chaîne de la production de ce que j'ai à faire et que tant que je n'ai pas leur réponse, je suis bloquée. » Et tout le monde fonctionne en mode de j'attends d'être dans ce blocage pour solliciter Pierre-Paul Jacques. Et donc, je pense que du coup, cette idée, elle nécessite que toutes les strates du management soient impliquées dans l'organisation du travail. Parce que sinon, effectivement, tout va pleuvoir sur les pauvres épaules des managers. Ça va être encore à eux d'être cheville ouvrière de la réorganisation nécessaire de la façon dont on travaille et la façon dont on manage. Voilà. Donc, du coup, ma réponse, elle est pas satisfaisante à ce stade pour moi parce que y a une vraie réflexion à travailler en amont, sinon on ne changera pas les choses. Oui, et ce que tu disais pour compléter, Valérie, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de solution, mais plutôt des essais, parce que pour avoir précédemment, dans une vie antérieure, effectivement, avoir prévu des formations, en fait, c'est une posture avant tout que former des gens. C'est comme vouloir former des gens sur une culture, sur des valeurs. Non, c'est on est ou on n'est pas, on est attentionné ou on a cette capacité d'écoute ou pas. Après, il y a des managers qu'on peut accompagner vers cela. Comme je dis souvent à nos managers, c'est que vous avez décidé de prendre ce poste, donc vous avez une responsabilité humaine, au-delà de la responsabilité technique. Donc, c'est arriver de leur faire prendre conscience de cela, déjà, de cette responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus dans la sensibilisation que la formation. C'est-à-dire, là, ce que j'ai essayé pendant le confinement, c'est organiser des webinaires internes pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce que vous avez ressenti, enfin, vraiment être dans l'ordre du ressenti et du questionnement. Et là, c'est déjà planter cette graine. Et je pense qu'après, il faut l'arroser. Donc, il faut l'arroser, par exemple, s'il y a un accord de déconnexion prévu dans l'entreprise ou une charte, c'est des associés pour qu'ils s'approprient le pourquoi et le comment pour ensuite faire des suivis. Et puis, je dirais aussi, c'est vraiment le rendre responsable, en tout cas se sentir responsable et pas le pousser dans la responsabilité d'une politique RH ou d'entreprise, et c'est l'intégrer dans ce dispositif-là. Donc voilà. Et alors Majda, juste pour compléter, parce qu'il y a une question justement que je souhaitais plus t'adresser pour compléter, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que le top management ne doit pas être le premier à être exemplaire sur ce sujet? Et moi je compléterai, l'exemplarité, elle est soit dans la façon d'être, c'est-à-dire d'être un top manager qui décide de ne pas travailler 20 heures par jour, ou dans la façon d'accepter d'avoir des collaborateurs qui ont décidé d'avoir la conciliation. Cette notion d'exemplarité est importante, non? Oui, moi et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai essayé de démarrer mon intervention, c'est de te dire j'essaie de le faire par moi-même déjà. Alors peut-être qu'en le faisant déjà je vais pouvoir influencer mes pairs au sein d'un comité exécutif, puis aussi mes équipes qui eux-mêmes sont des managers d'équipe. Et du coup, tu dis déjà mon manager n'envoie pas de mail le week-end. Bon, ça plante aussi une réflexion. Tiens, j'ai jamais de réunion planifiée après 17h. Donc oui, ma réponse elle est très claire. Ça va commencer par l'exemplarité. En fait, comme je dis souvent, ce qu'on fait de bien ne se voit pas, mais ce qu'on fait de mal se voit. Donc, je pars toujours de ce principe-là. Donc, effectivement, planifier une réunion à 18h, ça va rester en tête. Avant 9h, pareil. Donc, oui, inévitablement, on a une responsabilité en tant que comité exécutif et ça doit commencer par nous, par notre posture et par l'influence qu'on peut avoir. Voilà, j'espère que ça peut se propager positivement pour avoir un impact. Donc, oui. Et si tu me permets, Magali, une synthèse par rapport à ce point, tu as nommé, Majda, un terme qui pour moi est crucial, qui est la question de la responsabilité. J'ai pour habitude dans les séminaires que j'anime ou même les coachings collectifs de dire à chacun sur le ton de la blague, mais je le pense profondément, que si tout le monde exerce ses responsabilités au bon endroit, j'ai plus de boulot. C'est-à-dire qu'en fait, et à la limite, tant mieux, hein, je me reconvertirai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
c'est bien la question de la responsabilité, où je prends à tort les responsabilités de mon manager, où je prends à tort les responsabilités de mes collaborateurs parce que je n'arrive pas à lâcher l'affaire sur la délégation, etc., qu'on se retrouve on se retrouve hors de notre poste au sens de son essence pure. Et en fait, si chacun exerce ses responsabilités et sur la question de la réflexion autour de comment on organise le travail pour qu'il soit plus efficace, là, je pense qu'on peut vraiment faire des gains de productivité énormes. Clairement, clairement. Et ces gains de productivité, parce que tout le monde sera satisfait par la qualité de ce qu'il produit, aura un impact sur l'équilibre de vie pro, vie perso, parce qu'on remettra chaque chose à sa place. C'est-à-dire que le mail qui n'est pas traité, eh ben, il n'est pas traité, mais je le remets à sa place. De mail pas traité et je le fais pas, j'en fais pas une montagne le week-end dans ma tête. Oui, je ne peux être que très d'accord avec vous. Il nous reste 5 minutes. J'ai une dernière question que j'ai bien envie de poser parce que je la trouve délicieusement un peu provocatrice et c'est tout ce que j'aime. Est-ce que finalement, alors je regrette parce qu'on a perdu Sophie, je pense, qui était dans des conditions un peu compliquées. Donc, peut-être plus Majda, mais toi aussi, derrière Valérie, sur responsabilisation par rapport à contractualisation, on a une question qui est ne faudrait-il pas intégrer de façon obligatoire au contrat de travail ces marges de manœuvre pour faire avancer le sujet? Donc, si moi je le reformulais comme je le comprends, c'est finalement quand je rentre dans une entreprise, est-ce que je ne devrais pas imposer une négociation sur ma vision de la conciliation et pour être sûr qu'elle s'impose à mon employeur, quel que soit le manager que j'aurai après dans ma vie dans l'entreprise? Qu'est-ce que, Majda, si je faisais ça, c'est-à-dire si je venais négocier chez toi le fait que, quoi qu'il arrive, je veux être partie de mon bureau ou je veux pouvoir décider que je pars à 18h30 et que c'est moi qui décide si on part plus tard, tu réagirais comment si je te négociais une clause comme ça? Alors moi, je peux tout à fait le dire sur mon périmètre, je suis hyper à l'aise et encore une fois, dans la transparence sur les autres services, je ne sais pas, mais personnellement, j'ai des situations très différentes. Et oui, on m'a déjà dit, bah moi, ma vie, pas ma vie privée, mais j'ai une contrainte tel jour où j'ai telle organisation. Et oui, je l'ai accepté. Maintenant, je dirais que pour moi, c'est possible. Au-delà du contrat de travail, c'est une relation manager. Après, c'est comment on transforme culturellement profondément parce que demain, je pars, je suis remplacée par quelqu'un d'autre. Comment ça se passe pour cette personne? Et c'est pour ça que pour moi, c'est effectivement la posture managériale, mais c'est aussi comment on transforme culturellement l'entreprise. Alors oui, il y a des accords c'est bien, mais est-ce qu'ils sont tous suivis? Voilà, je vais être très honnête, je vais pas dire que c'est parfait, non, loin de là, il y a des accords, il faut faire un suivi. C'est pour ça qu'il faut inclure les managers dans une logique d'accord d'entreprise qui soit de la déconnexion, de la qualité de vie au travail, pour qu'ils comprennent l'enjeu. Et comme je dis souvent, pour qu'ils soient le premier guichet, parce que j'estime que, comme tu disais Valérie, bah moi, je souhaite aussi que mon poste disparaisse et que je ne sois plus RH et que chaque manager soit le premier RH de son équipe. C'est ma philosophie. On se retrouve pour créer autre chose ensemble. Ah, avec plaisir, Valérie. Avec plaisir, mais je pense qu'on aura vraiment accompli quelque chose parce que je pense que être manager, c'est être le premier leader, être le premier, le premier tout de sa ligne en fait. Et je dirais que oui, je peux dire effectivement, si j'embauche, oui, je garantirai, mais demain je pars. Donc, comment je modifie profondément l'entreprise et le mindset pour que ça soit vraiment constant, consistant et sécurisé dans le temps. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Ouais, j'aime bien cette réponse en fait, qui est de dire que on doit plus agir sur le fond et la culture plutôt que de contractualiser et que ça sera plus pérenne. Écoutez, il est 12h05. Oui, je t'en prie Valérie, il te reste 2 minutes. Juste un mot, moi je ne suis pas très pour les contrats parce que je trouve que ça enferme et surtout ça déresponsabilise par rapport à la question de la confiance. C'est un mot qu'on n'a pas assez prononcé tout au long de cette… Tu as raison. Voilà, et du coup, je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est à créer, hein, une confiance, ça se mérite, une confiance, ça se construit, ça ne se décrète pas. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose à construire autour de ça. Eh bien, ça sera le mot de la fin. C'est que la conciliation, je pense que c'est la confiance en soi et en sa propre valeur, la confiance dans sa capacité à avoir une relation saine avec son employeur et la confiance de l'employeur dans la capacité du salarié à livrer ce qu'il a à livrer et sans dans le contrôle de l'exécution. Je pense que quand on aura obtenu ça dans nos entreprises, on aura fait un grand progrès. Merci Valérie, merci Majda, merci Sophie qu'on a perdu mais qui a tenu bon jusqu'à son intervention et puis merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire.
Et je vous souhaite à tous une très belle semaine de la QVT. Au revoir. Au revoir à tout le monde.